invité, il y a une petite question qui vous est posée. Vous êtes invité à pouvoir noter votre prénom et puis à nommer un de vos talents. Vous êtes sûrement des personnes talentueuses avec l'embarras du choix pour répondre à cette question. Et donc, que vous puissiez nommer qu'est-ce qui pourrait vous distinguer, vous caractériser, quelque chose qui vraiment vous définit comme étant un talent, une qualité très forte que vous avez, une aptitude, voilà, dans tout ce registre-là. S'il y avait un talent à nommer qui parle de vous et qui vous caractérise, que vous puissiez le noter. Voilà, par exemple, il y a Marie-Pierre, mais je partagerai bientôt les résultats de vos énoncés. Il y a Marie-Pierre qui a commencé là, même avec plusieurs talents. Ah oui, non, un seul, c'est bon. Créer des liens pour Cécile. Je sais, j'aime organiser de super bons moments conviviaux. Facilitateur pour… Donc, Christine, qui a la difficulté à trouver un talent, ça sera ça ton talent du coup. Mais comme tu peux rejouer si tu veux, Christine, hein, en principe, on peut ressaisir quelque chose. Tu peux si jamais il y a quelque chose qui arrive. Donc, on a des talents d'écoute, on a des talents de gaieté, d'écoute active, de facilitation, de partage, d'éleveur de tomates, super, d'organisation, de créativité. Il y en a plusieurs, facilitation, créativité, endurance. Organiser des super bons moments conviviaux. Ok, super, super. Eh bien, nous voilà démarrer cette aventure de la question du don. On la démarre ensemble avec la question des talents. Je vais vous inviter tout de suite à pouvoir aller encore un peu plus loin sur la question du talent avec une deuxième question. C'est de savoir si le talent que vous avez nommé juste à l'instant, est-ce que vous le mettez en œuvre dans votre travail? Plutôt rarement, plutôt de temps en temps, plutôt souvent ou presque tout le temps? Voilà, juste histoire de pouvoir identifier le résultat qui commence à s'afficher. Donc, une moyenne de 4, quelque chose, hein, donc, parmi vous, de ceux qui pensent qu'effectivement, le talent est plutôt mis en œuvre dans votre travail. Alors, j'ai envie de dire, heureux êtes-vous hein, par rapport à ça. Et là-dessus, je vais vous inviter à aller encore un petit peu plus loin dans la réflexion. Et pour aller un peu plus loin dans la réflexion, je vous invite à cliquer sur ce deuxième lien. Et là, vous avez d'autres questions qui vont bientôt vous être posées. Voilà, la question c'est, est-ce que ce talent fait partie de ta définition de fonction? Vous avez une majorité d'entre vous, un 50-50, mais une petite majorité, où votre talent apparaît dans votre définition de fonction. Super, bien heureux êtes-vous par rapport à ça. Et puis, j'ai envie de vous poser la deuxième question qui va apparaître sur WooClap. C'est, ce talent fait-il partie de ta grille de rémunération de tes objectifs annuels? Et là, en principe, vous voyez les résultats s'afficher progressivement. Il y en a quelques-uns, donc il y a une personne au moins pour lequel ça en fait partie. 2 personnes. Je vais vous souhaiter officiellement la bienvenue à cette séquence autour donc, de notre sujet de l'endonnement plutôt que de l'engagement. Je me présente à vous très rapidement et ensuite on va débriefer sur cette question du talent parce qu'on est au cœur du sujet. Vous savez qu'un des synonymes du mot talent, c'est le mot don et que la question du don, la question du talent est une question qui va nous plonger directement au cœur de ce sujet que j'ai envie d'évoquer avec vous. Pour me présenter à vous rapidement, donc je suis au sein de Germe en tant qu'animateur depuis 12 ans maintenant. J'ai la chance d'animer 2 groupes, un à Orléans et l'autre à Blois. Et depuis peu, je suis également intervenant au sein de Germe. Alors, je dis depuis peu parce que pour l'instant, je suis en phase de référencement encore sur un sujet qui me tient à cœur, qui est le titre, c'est Oser être soi en situation de management. Donc, l'audace d'être soi. Merci Pierrette qui a participé à ma toute première journée effectivement à Lille. Et c'était voilà, c'est un thème qui m'est très cher. Et puis, il y a un deuxième thème qui m'est très cher, qui est la question du don dans l'économie et de la place du don dans l'économie.
Je vous en dirai un petit peu plus. En fait, en fin de parcours, on va voyager ensemble parce que je voudrais d'abord vous faire vivre des expériences à propos du don. Donc, il va y avoir 3 petites séries d'expériences. La première d'entre elles, c'est celle qu'on a commencé à faire autour du talent. 3 petites séries d'expériences pour pouvoir essayer de cerner ensemble qu'est-ce que c'est que le don et qu'est-ce que c'est que la posture du don en entreprise et notamment en tant que manager. Le titre, c'est l'engagement est mort, vive l'endonnement. C'est un peu provocateur. C'est juste pour pouvoir se dire qu'en termes de management, il y a effectivement des postures complémentaires à celles qu'on a pu avoir jusqu'à maintenant. L'engagement, si je regarde l'étymologie, c'est se mettre en gage. Voilà. Et se mettre en gage, je ne sais pas si vous avez déjà pratiqué ou si vous voyez à quoi ça correspond. Se mettre en gage, c'est-à-dire c'est se prêter pour pouvoir être repris ensuite. C'est juste être du bout des doigts dans une posture où je fais semblant de me donner, puisque en fait c'est un prêter, non pas un donner. Voilà. Et que l'endonnement, pour reprendre donc cette expression que j'emprunte à Benjamin Pajot, qui est à l'université d'Angers, et qui a fait une thèse sur le sujet. Et vous verrez qu'il y a plein de gens qui travaillent sur cette question de l'économie du don. Je vous en parlerai en fin de séquence. J'emprunte ce terme d'endonnement pour pouvoir évoquer une posture. Ce n'est pas une posture ni de se mettre en gage, ni de contractualiser dans une relation marchande, j'ai envie de dire un échange entre des personnes, mais c'est une posture qui consiste à donner et à se donner. Donc c'est ça qu'on va expérimenter ensemble et puis débroussailler à travers donc 3 petites expériences. La première expérience, c'est la question du talent. La question du talent, donc synonyme, c'est le don. Vous avez été, et c'est chouette et je m'en réjouis, vous avez été d'abord assez nombreux à pouvoir dire que le talent faisait partie de ce que vous mettiez en œuvre au sein de votre job. Et ça, super, je crois de mémoire sur le WooClap, si je reprends le WooClap là-dessus, non, je ne peux pas le reprendre là-dessus, mais je crois que vous étiez les 2 tiers à pouvoir affirmer que vous mettez en œuvre ce talent. Donc ça, premier point et premier enseignement par rapport à ça. Deuxième point et deuxième enseignement, c'est que le talent, qui est l'expression, là je vais vous partager à nouveau mon PowerPoint, le talent qui est l'expression de notre singularité, ce talent-là, c'est quelque chose qui bien souvent finalement échappe un petit peu au radar de l'entreprise. Le radar de l'entreprise, c'est parce que c'est au niveau des définitions de fonction, même si vous avez été la moitié à être effectivement avec une définition de fonction qui parle de votre talent, c'est 80% d'entre vous ou 90% d'entre vous qui, sur la question de la rémunération, autrement dit de cette question de la reconnaissance qui est autour du talent, pour lequel finalement ce qui fait votre singularité, ce qui peut faire votre force aussi, ce qui fait que vous êtes capable de pouvoir donner le meilleur de vous-même et on va dire plutôt pas très reconnu dans les entreprises, pour moitié dans la définition de fonction et pour 10% seulement dans la partie de la rémunération. Voilà. Et ce que je voudrais évoquer par rapport à ça, c'est que du coup, ce fameux talent qui est là échappe au radar de toutes les logiques de l'entreprise ou des logiques managériales qu'il peut y avoir dans l'entreprise. Le talent, pour donner ce message-là, cette image, le talent, c'est un peu comme mon visage. Et c'est ça que je voudrais aussi vous exprimer. Un talent, il ne sert jamais pour soi-même. Souvenez-vous de la liste de ce que vous avez pu noter comme étant vos talents, entre l'écoute, la facilitation, la créativité, les moments conviviaux, etc. Tout ça, ce sont des expressions de quelque chose qui est tourné vers l'autre. Un talent, c'est pas ce qu'on possède. Un talent, c'est ce qui est effectivement, qui a une destination intrinsèquement liée au don et intrinsèquement liée au talent. Il y a quelque chose qui va vers les autres. Donc, il y a vraiment ce mouvement de don qui est vraiment très… C'est ce pourquoi je pense que talent et don sont des synonymes, parce qu'il y a quelque chose qui est dans la nature même de ce talent. Il y a quelque chose qui est donné et qui est offert à plus grand que moi, et en l'occurrence à mon équipe ou à mon entreprise quand je suis dans un contexte d'entreprise. Voilà. Donc, le talent est le lieu du don. Et peut-être pour juste conclure sur cette première petite notion d'expérience autour du talent, mais on va ensuite continuer à avoir d'autres temps d'expérience.
pour moi, je définirais le don, c'est une première façon de le définir, comme étant ce supplément d'âme. Ce supplément d'âme qui ne rentre pas toujours forcément dans la fiche de fonction ni dans la grille de rémunération et qui pourtant fait que si ce supplément d'âme-là est présent ou n'est pas présent, vous allez pouvoir dire pour vous-même ou pour votre collaborateur, si vous êtes en situation vis-à-vis de vos équipes, de pouvoir dire un tel, elle est effectivement impliquée, elle se sent concernée, elle donne le meilleur d'elle-même. Vous savez, vous avez des collaborateurs dans vos équipes qui sont à même de pouvoir tellement donner d'eux-mêmes, même s'il peut y avoir sur des critères très objectifs, très mesurables, il peut y avoir des choses qui ne sont pas tout à fait au rendez-vous. Mais vous savez qu'il y a ce supplément d'âme ou qu'il y a cet engagement, mais là du coup je parlerai d'endonnement, c'est-à-dire c'est quelque chose qui fait que la personne se donne un peu plus que ce qu'on peut attendre. Voilà. La notion du un peu plus que ce qu'on peut attendre, c'est pour moi, on est au cœur du sujet qui est la question du don. Premier petit spot, première petite j'en dirais, expérience autour de la définition du don à travers la question du talent. Je voudrais maintenant vous inviter à avoir une deuxième expérience ou une deuxième petite interaction ensemble sur un autre sujet qui va mériter que je vous donne un autre lien sur le WooClap, qui est maintenant notre outil. La question qui vous est posée, si vous la voyez tous, c'est, toujours avec votre prénom, de noter en pourcentage de 1 à 100 comment tu te sens, comment chacun de vous se sent présent, là, se constate comme étant présent à ce webinaire. Donc, de noter votre taux de présence ou votre qualité de présence. Je vais essayer pour vous donner un peu un ordre de grandeur. Si vous êtes totalement disponible, connecté, vous avez l'image, vous avez l'écran, le partage d'écran, vous n'avez pas d'enfants qui traînent, vous n'avez pas de réunion à préparer pour demain, vous ne lisez pas vos courriels en même temps ou les notifications qu'il y a sur WhatsApp de votre super groupe GERM par ailleurs, ou un enfant qui risque de vous solliciter ou vous êtes en train de penser au menu de ce soir. Là, vous pouvez mettre 100% parce que vous avez une qualité de présence qui est vraiment à 100%. Si vous êtes un peu parasité par quelques-uns de tous ces éléments que je viens de vous noter, eh bien, je vous laisse du coup apprécier le degré de présence qui est le vôtre. Donc voici, donc avec vos prénoms ou pas, mais voici des taux de pourcentage de présence. Donc Justine, tu es à fond, c'est super. Il y en a quelques-unes qui sont à 100%. Super. Et puis vous voyez osciller donc avec d'autres niveaux de participation autour de 80, peut-être s'il y avait une moyenne. Là, on n'est pas sur une cotation qui fait la moyenne en direct. Voilà une petite cotation sur la question de la présence. Ok, vous êtes 19 sur 25, donc c'est vrai que du coup, je fais des hypothèses d'imaginer que soit il y a des problèmes techniques, soit il y a des présences qui sont perturbées ou pas totales en tout cas. Pourquoi pas en tout cas, c'est ok pour moi que ça soit comme ça. J'ai pas de souci avec cette réalité-là. La deuxième question qui va vous être posée, c'est de pouvoir me écrire et dire qu'est-ce que le fait d'avoir posé la question a généré chez toi, le fait de poser la question de la présence. Et puis là, je vais vous laisser écrire et puis après on va avoir un petit temps d'échange en direct parce que écrire c'est sympa mais j'aimerais bien vous entendre aussi. Sur la question de la présence, le fait que je te pose la question, le fait que soit posé la question de ton temps de présence, de ta qualité de présence, qu'est-ce que ça générait en toi? Juste pour ouvrir quelques perspectives éventuelles, ça peut générer des oups, ça peut générer des ah tiens, c'est une question qu'il va falloir que je traite un peu, que je regarde, des prises de conscience. Ça peut générer mais ça me fait chier de me poser cette question, ça peut générer des tas de choses. Donc voilà, volontiers recueillir par écrit déjà votre premier niveau de réaction spontanément, et puis après qu'on puisse avoir un échange autour de ça, autour de cette question de la présence et de ce que ça a généré pour vous. Mais voilà. J'entends qu'il peut y avoir des riens, mais ça peut être aussi des oups qui peuvent se préciser un peu. J'ai vu le mot culpabilité, voilà, qui est intéressant aussi à entendre. Ça génère aussi des questions autour de la prise de conscience.
Voilà, renvoyer le fait que j'avais des idées vagabondes, prendre le temps de se poser la question permet un recentrage finalement sur la réunion, ça me pousse à me concentrer, etc. Voilà. Alors, merci pour ces partages qui sont là. Peut-être ce que j'ai envie de dire par rapport à ça, il y a deux choses. Il y a effectivement ce mouvement de la culpabilité, ou la question du oups, ou la question du devoir. Hein. Et là, par rapport à l'objet de notre soirée, hein, qui est la question du don, il y a les deux polarités que vous avez exprimées à travers ça. Il y a la première polarité qui est la question de, j'arrête le partage pour vous voir et puis pour pouvoir vous entendre. La première question qui est de dire que notre logiciel de fonctionnement dans nos modes de relation classiques, c'est un logiciel de fonctionnement qui fonctionne sur le tout est dû, que je vais du coup différencier du tout est don. En réalité, ce sont deux postures différentes. Tout est dû derrière le mot dû. Il y a à la fois dû comme une dette et dû comme un devoir. Les logiques de fonctionnement dans lesquelles nous sommes, les uns et les autres, que ça soit institué ou que ça soit contractualisé par rapport au mode de fonctionnement d'une entreprise ou d'un management, ce sont des logiques de devoir la plupart du temps. Et même relationnellement, on a ce devoir qui est un peu à toutes les sauces, j'ai envie de dire, ou qui est décliné sur bien des registres. Hein. Même dans nos vies relationnelles amicales, juste pour vous faire prendre conscience à quel point les questions de devoir sont, et j'y aborderai tout à l'heure la question de l'équilibre ou du déséquilibre, la question du devoir est très sous-jacente à nos logiciels de fonctionnement de relation. Regardez, quand on invite quelqu'un, quand on est dans un univers social, un écosystème social, et les questions des invitations des uns des autres entre amis. Hein. Quand on est reçu une fois, deux fois, trois fois, comment on se sent en devoir de recevoir à son tour ou pas. Hein. Quand on se paye un coup entre copains, les mots qui nous viennent, c'est à charge de revanche. Et le vocabulaire hein, qui peut venir, hein, ou cette fois c'est pour moi, mais il y a toujours cette notion du logiciel du devoir ou du logiciel qui cherche à rééquilibrer quand on est dans des logiques de don et de contre-don. On révoquera ça juste après. C'est pour ça que je dis que par rapport à cette notion de culpabilité ou de devoir ou de dette, on est souvent, et l'entreprise est un lieu par excellence dans lequel on contractualise un certain nombre d'obligations professionnelles en échange d'une rémunération, en échange de plein d'autres choses que l'entreprise peut donner, mais on est dans un lieu de contractualisation qui est associé à des logiques de devoir. La logique de don est une autre logique. Et on va aller encore un peu plus loin dans l'expérience autour de cette question de votre qualité de présence. On va aller juste un peu plus loin. Mais pour le nommer quand même, ce que vous avez noté les uns les autres, le fait de poser la question, c'est-à-dire à un moment donné, s'interroger sur la qualité de présence qu'on peut avoir dans une réunion comme celle-ci, c'est effectivement un moment de prise de conscience. Il y a dans la notion de don, il y a une notion qui est très attachée à la notion de conscience. La notion d'être en conscience, que non pas tout est dû, mais d'être en conscience qu'il peut y avoir des choses à recevoir plutôt qu'à considérer comme étant normales en tant que telles. Et cette question d'être en conscience est aussi au cœur de la question du don. Je vous propose de continuer à avancer autour de l'expérience, je vous laisserai la parole ensuite, autour de l'expérience de notre qualité de présence. Je vais vous poser la question, et là de nouveau, il va falloir changer de lien WooClap. C'est le même que celui que je vous ai donné, mais à la place du 1 qui était à la fin, c'est un 2. Mais je vais vous le remettre dans le chat. Vous connectez là-dessus. Et là, maintenant, je vais vous poser la question, une question volontairement un peu provocante si je la transpose dans le monde de l'entreprise. Je vais vous poser cette question, c'est par rapport à ce taux de pourcentage de présence. Ma question, c'est qu'est-ce que tu choisis librement de donner comme taux de présence à ce webinaire? Voilà. Et là, il y a la notion de choisir et il y a la notion de liberté. Et quand je pose cette question de la liberté, je pose volontairement le fait que ça soit OK si, et c'était déjà un peu le cas tout à l'heure, on a vu qu'il y avait des disparités d'engagement entre vous, mais je le pose comme principe que c'est OK d'avoir chacun des niveaux
d'engagement, des niveaux de présence, des niveaux d'attention à ce webinaire qui puissent être différents par rapport à la réalité de ce que chacun a envie ou de ce que chacun peut donner comme présence à ce webinaire. Voilà. Et donc là, je vous laisse répondre à cette question et puis je vais mettre à l'écran dans ce partage les réponses que je vois apparaître progressivement les uns les autres. Ouais. Voilà, je valide mon 80%, c'est mon dernier mot, nous dit Jean-Pierre, super. J'entends du 100% et du 90-95, voilà, qui semble être un niveau du coup un peu supérieur à ce que vous avez pu évoquer, je crois, la première question. En tout cas, c'est le constat, c'est l'expérience que j'en fais là. Voilà, je vais vous laisser encore parce que vous êtes encore 18 à avoir répondu. Je vais laisser les quelques autres qui souhaitent répondre encore se positionner là-dessus. Et puis, voilà, volontiers vous entendre. Je vais arrêter le partage d'écran. Voilà, mais volontiers s'entendre les uns les autres par rapport à cette petite séquence. Alors, je vous vois peut-être pas tous. 4, 5, je suis pas sûr de vous voir tous. Si, peut-être. Alors, vous pouvez lever la main. Je vous propose une prise de parole un peu spontanée, juste autour de ce qu'on vient de vivre, autour de la présence, de cette qualité de présence et de cette question que je vous ai posée, voilà, de ces deux séries de questions, de ce qu'on a commencé à partager. Voilà, qu'est-ce que ça vous inspire ou qu'est-ce que ça vous questionne, qu'est-ce que ça vient peut-être déranger ou pas, mais volontiers vous entendre par rapport à ce début d'expérience qu'on vient d'avoir là. C'est à ce moment-là que si vous avez envie de parler, vous pouvez. Oui, Cécile. Bon, moi, je vais être cash. Je ne vois pas du tout où on veut en venir là. Je patauge dans la semoule. Super. Voilà. Merci pour être cash, Cécile. Super. Très bien. D'autres retours, et ça peut être cash comme ça me va bien aussi. Je trouve ça, c'est Lauriane. Ouais, je Lauriane. trouve ça intéressant cette polarité, tout est dû, tout est don, parce qu'on se rend compte qu'on soit manager, collaborateur ou même parent, par exemple. Même parent. Même parent, on se rend compte que on attend beaucoup, alors déjà de soi, on estime qu'on doit faire beaucoup de choses, on attend beaucoup des autres. Et c'est vrai que je n'avais pas forcément mis en perspective que tout était don, alors même si par ailleurs je fais beaucoup dans le caritatif, etc., mais je n'avais pas mis ramené le don dans le sens même de l'entreprise, même si effectivement on donne beaucoup à son employeur, etc., mais pas le don, je veux dire le don gratuit. Voilà, donc ça me fait réfléchir. Ok, super. Super, merci Lauriane. Et je rebondis, même dans le couple, on a inventé cette jolie expression du devoir conjugal, c'est magnifique. Voilà. Isabelle? Alors Isabelle, il faut ton micro, ouais, super. Ouais, ça y est. Eh bien, écoute, moi déjà, je te remercie parce que quand tu as posé la question, tout de suite, je me suis dit, ah, génial. En fait, ça oblige à être authentique tout de suite. En fait, c'est ça que ça m'a rappelé. Donc, en effet, par rapport aux interventions dont tu parlais sur tes deux sujets phares, je crois qu'en fait, ils sont complètement liés. Parce que les ponts me paraissent assez faciles. Et en effet, tu parles de la vie personnelle, mais en entreprise, souvent, on se sent parfois obligé, de par la fonction, qui était la première question que tu posais, d'endosser un costume. Oui. Et parfois, c'est légitime parce qu'il y a des responsabilités, etc. Mais si on n'est pas authentique, je pense qu'on passe à côté des choses. Et moi, quand tu as parlé de tout ça, ça m'a ramené tout simplement à moi-même en me disant, mais si tu es authentique, tu es au bon endroit. Et de mon expérience, c'est quand même ce qui marche à chaque fois. Voilà. Donc, c'est ça que j'avais envie de partager. Ok, super. Merci Isabelle. Cécile? Oui, alors moi, je voudrais dire que ça m'a secoué un peu, toutes ces questions, parce que je me suis connectée tout à l'heure parce que je m'étais engagée. Et du coup, le fait que tu parles d'engagement, qui n'est pas la même chose que de se donner, déjà, ça a un peu bousculé. Et du coup, ça m'a permis d'être plus
déjà, je suis plus attentive, plus active et effectivement, pour prendre, il faut donner. Et donc, je me suis dit, pour que ce soit efficace, quoi, il faut que je sois complètement là. Donc, voilà, merci, parce que ça m'a un peu remis là où je devais être. Ok, ok. Je prends juste par rapport à pour prendre, il faut donner. J'ai juste envie d'être encore plus simple par rapport à ça. Moi, j'ai pas envie d'être dans une injonction de il faut donner. Oui, Hein, oui. voilà, c'est juste une invitation. Et qu'il y a un des principes qui est lié au don, qui est la question de la liberté, mais la liberté qui s'exerce en conscience. Hein. Voilà, juste pour Oui, rebondir. c'était bien ça. Et je parlais bien Ouais. de moi, effectivement, pas d'injonction, mais effectivement, Oui. c'est une réciprocité, c'est un équilibre entre les deux. Et on reviendra sur l'équilibre. Olivier, tu voulais prendre la parole aussi. Oui, parce que en fait, moi, ça fait écho tout de suite à des petites phrases qu'on entend souvent dans les entreprises. Trop bon, trop con. En fait, où à partir du moment où on commence à donner un peu plus que ce qu'on attend de nous, finalement, on dira, tu seras pas remercié. Enfin voilà. Donc, et il y a cette notion de spontanéité et de vouloir faire quelque chose de façon complètement gratuite, qui quelquefois peut être, j'allais dire, un peu mal perçu ou voilà. Alors, je sais pas. Hein, voilà. Moi, ça a fait écho à ça tout de suite en fait. Ok. Super. Merci pour ces petits spots. On fera des petits spots comme ça pour vous permettre d'interagir à l'oral un peu plus tard. Et Cécile, juste pour Cécile de Chenoux, pour ta première intervention cash, et que vraiment je remercie beaucoup. Je ne sais pas si les autres partages qui ont eu lieu sont d'autres façons d'éclairer. En tout cas, je me réjouis de savoir que tu es bousculé, et ça, c'est le comble du sadisme qui m'anime. Mais en tout cas, il y a un vrai souhait pour moi, c'est de pouvoir vous faire goûter par petites expériences comme ça successives à des choses, et puis après de remettre un peu plus de contenu ou de présentation autour de ça. Voilà. Et si tu es OK en tout cas, liberté, et c'est ça que j'ai envie de toujours cautionner, c'est liberté donnée à chacun, bien sûr, de continuer la route. Hein. Et j'espère qu'il y aura des choses qui se passeront pour toi aussi sur les prochaines séquences. Je vous invite à revenir sur WooClap. On va affiner un petit peu cette notion de présence, puisque là, effectivement, on est rentré en conscience de comment je suis en présence dans ce webinaire. Et la question qui vous est posée, si vous êtes sur votre WooClap et qui s'affiche, c'est quelle présence donnée pouvons-nous concrètement offrir à nos collaborateurs ? Voilà, le mot présence, hein, c'est pas un hasard si je l'ai utilisé, parce que présence, présent, don, tout ça, on est sur le même registre. Hein. La présence est un présent, la présence est un don. Il y a vraiment quelque chose que je donne de moi-même lorsque je suis en présence de mes collaborateurs. Et donc, l'invitation sur le WooClap, c'est que vous puissiez nommer, lorsque vous donnez de vous-même cette forme de présence, de qualité de présence à vos collaborateurs, de quoi c'est fait cette qualité de présence? Voilà. Qu'est-ce que concrètement la posture de donner une qualité de présence à ses collaborateurs, de quoi il s'agit comme qualité de présence? Allez, je vous partage ce que ça commence à donner comme mur de mots. Hein. On a de l'écoute, on a de l'échange, on a de l'écoute active, on a du questionnement, de la disponibilité, du soutien, du partage, connexion du regard, encore de l'écoute, l'authenticité, de l'aide, l'empathie. Ok. Je vais vous inviter à ce petit paradoxe, du coup, que je vais énoncer dans mon PowerPoint. Voilà, la notion de présence, de présent et de don. Voilà. Première chose, c'est que la liberté est une condition intrinsèque du don. Je le disais tout à l'heure. Deuxième chose, c'est que paradoxalement, le don, c'est plus du registre de l'être que de l'avoir. En tout cas, c'est sur ce terrain-là que tout ce que vous avez mis là pour qualifier la qualité de présence, on est bien sur le registre de l'être et non pas sur le registre de l'avoir. Le registre de l'être, c'est celui qui nous fait vivre, c'est celui qui nous anime tous les uns les autres, hein, plutôt que la logique de l'avoir. Et pourtant, les logiques marchandes ou les logiques de contractualisation que nous avons dans le monde de l'entreprise sont souvent basées sur des choses qui sont quantitativement mesurables, ou qui sont définies monétairement, bien sûr, etc. Et tout ça, c'est des choses qui sont des logiques plutôt quantitatives, qui mesurent, qui pèsent et qui sont objectivables. Or, tout ce que vous avez nommé là comme étant de la qualité de présence, et derrière cette présence-là, il y a la question de qu'est-ce que je donne à l'autre, ce sont des qualités qui sont dans le registre de l'être et non pas de l'avoir.
Et j'ai presque envie de dire que, pour aller un peu plus loin dans le paradoxe, c'est que précisément, dans tout ce que vous avez noté dans le book-lab, hein, l'écoute, la question du soutien, la question de l'échange, la question de la bienveillance, paradoxalement, ce n'est pas des choses qu'on peut posséder. Tous ces éléments-là, ce sont des éléments qui ne sont absolument pas du registre d'une possession. Et donc, je peux affirmer que c'est presque quand on ne possède pas quelque chose qu'on peut le donner. Donc, il y a quelque chose autour de… il y a une prédisposition, c'est comme si c'était une ressource que je pouvais mettre à la disposition des autres, mais non pas parce que je la possède, mais parce qu'elle me traverse ou parce que je la prends et que je peux la redonner. Je la reçois et je peux la redonner derrière. Et là, ça me reconnecte avec ce qu'on a dit tout à l'heure sur la petite expérience autour du talent. Hein. Le talent, comme le visage, il n'est pas fait pour moi, il est fait pour les autres. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose dans la question du don, ou la question de la qualité de présence, il y a quelque chose qui est autour de c'est ce que je ne possède pas que je peux donner. Et puis, il y a une notion, je voudrais aller un peu plus loin avec vous, qu'on n'a pas abordée, c'est la notion de l'équilibre, du déséquilibre des contributions qu'on a eues les uns les autres. Tout à l'heure, vous avez noté un niveau très disparate hein, de 50 à 100% d'engagement ou de qualité de présence par rapport à notre webinaire. C'était la toute première question. Après, il y a eu des évolutions. Mais cette question-là, c'est la question que vous avez, vous, en tant que manager, un peu en permanence à traiter. C'est la question de qu'est-ce qui se passe dans mon équipe quand j'ai un tel qui en fait un peu moins que l'autre. C'est la question de comment je vais rétribuer, reconnaître la différence d'implication ou d'engagement qu'il peut y avoir les uns les autres. Et tout ce qui est fait au niveau du mode de fonctionnement classique en termes de management, et je vais reprendre les 3 grandes positions qu'il peut y avoir, tout ce qui est fait, c'est plutôt une logique qui cherche à limiter le plus possible la différence ou, si elle n'est pas limitable, à valoriser autant que faire se peut, mais dans des limites qui sont finalement assez contraignantes, à valoriser les différences. Un tel, il va avoir, si je suis en logique de promotion, logique de prime ou de gratification, un tel va avoir un peu plus que tel autre pour essayer de compenser ces différences d'implication au sein des équipes. Il y a 3 grandes logiques pour faire en sorte que quelqu'un puisse être impliqué dans quelque chose. Hein. Je le disais dans la petite accroche de ce webinaire, il y a la première logique qui est la logique de « j'impose ». C'est les logiques qui ont prévalu dans les entreprises hein, et qui ont encore une forme de présence. Hein, c'est-à-dire, il y a un contrat, c'est dans ta fiche de poste, tu dois faire ça, tu dois pointer à telle heure, tu dois arriver, machin, tac, tac. Et puis, je suis dans une logique d'imposition. Et derrière, je vais attendre du respect ou je vais attendre de l'obéissance. Le respect étant plutôt amené par l'extérieur de la personne, par l'encadrement, hein, c'est fait pour ça, l'encadrement, ou par un certain nombre de règles à respecter. Et donc, on est sur contraintes imposées que je vais respecter ou avec des rébellions. Et puis, avec tout ce sport national qui se pratique dans toutes les entreprises et au niveau de plus grandes échelles également, hein, qui sont autour de l'adaptation, de la souplesse, des zones de manœuvre, des cachotteries, des tricheries, des machins, etc. Ça, c'est la première logique, qui est la pure logique de j'ordonne, j'impose. La deuxième logique, qui est plutôt des logiques qui sont développées maintenant depuis quelques décennies, hein, qui est la logique de la motivation. Cette logique de la motivation, finalement, qu'est-ce que je cherche? Et c'est là où je vais retrouver le mot de l'engagement. Je cherche à ce que les gens puissent s'engager. C'est-à-dire que je vais essayer de rendre les personnes un minimum acteurs, mais avec toujours cette notion du cadre à respecter et de la contrainte à respecter. Laquelle contrainte et lequel respect va se faire plutôt, va être intégré ou va être internalisé chez la personne. Donc, plutôt que d'avoir un flic partout au chaque point de l'usine ou un contremaître comme ça se faisait il y a quelques décennies, on va être dans des logiques de motivation et tout ce qu'on connaît les uns les autres. La troisième logique, c'est la logique de libérer l'âme de la personne, enfin le supplément d'âme de la personne, libérer le don, je vais l'appeler comme ça. Ce sont des logiques qu'on va pouvoir retrouver de la même manière dans toutes les expériences des entreprises libérées hein, que les uns les autres avaient peut-être aussi côtoyées. C'est-à-dire qu'on est dans une logique de responsabilisation qui vont se fonder sur la vraie liberté. Et la vraie liberté, c'est cette capacité à pouvoir choisir librement ce que je donne comme contribution par rapport à un travail collectif qui est celui d'une équipe. Aujourd'hui,
cette question de la différence, j'ai envie de dire qu'on ne sait pas bien la gérer au sein d'une même équipe. En tout cas, je ne connais pas beaucoup d'entreprises qui aient pris le risque d'afficher clairement que les uns et les autres peuvent choisir librement leur contribution et que c'est OK d'avoir des différences de niveau de contribution au sein des équipes. Je ne connais pas d'entreprise qui ait affiché de façon claire la question qui est sous-jacente à tous nos logiciels de fonctionnement des uns et des autres, le logiciel de fonctionnement qui est autour de la question de « je me compare » et qui est « je compare ce que je donne avec ce que les collègues donnent, chacun avec son critère » et qui est le côté « je compare ce que les autres reçoivent par rapport à ce que je reçois ». Je pense, enfin, on doit vivre, je pense, dans des entreprises qui ont des terreaux humains assez semblables. Et je pense que cette question de la jalousie, que moi j'ai rencontrée de façon omniprésente dans les entreprises et dans les équipes, je pense que vous devez également la rencontrer. En tout cas, je l'imagine. Voilà. Et chacun voyant midi à sa porte va trouver scandaleux qu'un tel puisse avoir 10 € de plus sur une fiche de paye. Je parle pour des niveaux opérateurs. J'ai souvenir très très précis de construction de primes de performance dans les ateliers de soudure où quand j'allais de box de soudure en box de soudure en tant que RH, les uns et les autres m'expliquaient en quoi effectivement, quels critères il fallait récompenser pour une prime. Donc, j'en avais un qui me disait c'est le critère de la qualité de la soudure qui est bien faite parce que les autres à côté, ils font de la merde. Et puis, celui d'à côté, il me dit moi, c'est le nombre de pièces que je fais parce que celui que je venais d'interroger, il n'en fait pas beaucoup. Et puis, le troisième, c'est l'état d'esprit, c'est l'ambiance parce qu'on est solidaire, etc. Et puis, le quatrième, ça va être par rapport à un respect de la procédure qualité en tout point, machin, etc. Chacun dans son critère a besoin de pouvoir être reconnu par rapport à ça. Et chacun dans son critère va se comparer et va être dans des niveaux effectivement de comptabilisation. La question de la comptabilisation, la question de la comparaison est une question qui est au cœur de nos logiciels de fonctionnement aujourd'hui. Un peu comme je l'affirmais tout à l'heure, de façon un peu cash en disant tout est dû plutôt que tout est don dans nos logiques de fonctionnement. J'affirme qu'aujourd'hui, on est aussi dans des logiques qui sont des logiques comptables, des logiques qui sont des logiques marchandes. Même dans nos relations, nous sommes construits. Le logiciel de fonctionnement qui prédomine est un logiciel où on cherche à restaurer un équilibre dans une relation. Et ce que la logique de don a comme proposition à faire, c'est que cette illusion d'équilibre, on puisse en avoir conscience que c'est une illusion et peut-être l'assumer et peut-être travailler à partir d'un postulat d'authenticité qui est de dire nous ne sommes pas tous en capacité d'apporter les mêmes contributions. Nous ne sommes pas tous avec les mêmes talents ou avec les mêmes dons ou les mêmes capacités à apporter à un collectif, mais nous sommes capables de gérer cette différence de façon ouverte et de pouvoir intégrer l'équilibre à une échelle collective et non pas à une échelle individuelle du donnant-donnant. Voilà la proposition qui est autour de la question du déséquilibre. Voilà, la logique de don, ça implique d'assumer des déséquilibres en matière de talent, d'implication, de disponibilité et de contribution. Et moi, mon invitation, c'est que tout à chacun, vous puissiez, en tant que manager, explorer cette question. Parce que de toutes les entreprises et de tout ce que j'ai pu voir, cette question, elle existe, mais elle n'existe pas à voix haute, elle existe à voix basse en permanence. Et tout ce qui ne se dit pas avec des mots MOTS se dit avec des mots MAUX, c'est-à-dire que tout ce qui ne s'éclaire pas d'un regard conscient et lucide sur ce mythe de l'équilibre, ce mythe de l'équité, et on reviendra sur les mots tout à l'heure d'équité, d'équilibre, tout ce qui ne met pas des mots en conscience sur ce mythe qui est pour moi une illusion, est un terreau en sous-bassement et souterrain qui va éliminer la cohésion d'équipe et qui va éliminer les relations profondes de contribution des uns des autres. En tout cas, c'est la proposition que je vous fais et c'est par rapport à mon expérience, cette invitation de pouvoir mettre des mots sur cette question-là. Alors, pourquoi je dis que c'est un mythe, la question de l'équilibre, où j'ai envie d'avancer un petit peu sur cette notion d'équilibre qui est là. Le besoin d'équilibre, c'est un besoin qui est juste fondamental. Comme le besoin d'avoir des ressources.
Je n'ai pas développé sur une slide pour essayer de concentrer sur quelques items de la question du don, mais comme la question d'avoir des ressources est un besoin fondamental. Là, je me polarise sur la question d'équilibre. Nous avons tellement peur d'une chute, d'un gadin, d'un déséquilibre, nous avons tellement peur de ça que nous restons en permanence dans une posture de rester les deux pieds bien au sol et ne jamais prendre le risque de lever le pied, ou de rester avec des roulettes sur mon vélo et de jamais prendre le risque de ce déséquilibre. C'est-à-dire qu'on est dans une posture qui va aller neutraliser parce qu'on ne veut pas regarder la question du déséquilibre en face. On va aller, j'ai envie de dire, s'outiller pour surtout pas se poser la question et de pouvoir continuer à garder l'idée qu'il faut à tout prix préserver de l'équilibre à petite échelle. Quand je dis à petite échelle, alors je vous ai mis des petites images assez éloquentes, hein, que tout principe de vie repose sur le déséquilibre qui génère l'équilibre. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est cette question de comment je fais pour gérer les déséquilibres de contribution des uns des autres, comment je fais pour gérer ce déséquilibre à une échelle non pas donnant, tu me donnes ci, alors tu auras telle prime. Et vous avez tous, j'y ai participé en tant que RH, hein, à ce que moi je dirais aujourd'hui des formes nécessaires mais non abouties ou non matures d'incitation à ce que les gens puissent travailler, qui ressemblent à des grilles très détaillées avec petit 1, petit 2, petit 3, je pondère pour pouvoir aller évaluer sur une grille de performance la qualité, la ponctualité, le respect des consignes de sécurité, les machins, etc. Toutes ces grilles de performance qu'on va aller utiliser soit pour la rémunération directe, soit pour mesurer des objectifs, ces fameux objectifs SMART avec le côté mesure, et je vais pouvoir avoir des indicateurs très précis pour surtout préserver une forme d'équilibre qu'on a instauré à l'échelle de l'individu. On a dit, toi tu donnes ça, alors tu auras ça. Et puis on a séquencé, on a fait du disséquage, j'ai envie de dire, en petits bouts de personnes pour pouvoir aller instaurer une notion d'équilibre à l'échelle de l'individu. Cette notion d'équilibre à l'échelle de l'individu, c'est une notion d'équilibre qui a toute sa place, j'ai envie de dire, sa raison d'être par rapport au mode de fonctionnement global et normal d'une entreprise, au niveau de maturité des uns des autres. Moi, je propose dans cette question de la logique du don, la posture du don, je propose de pouvoir introduire d'autres logiques qui permettent de se poser la question différemment et de pouvoir la réintroduire au niveau d'un collectif. L'image que je développerai tout à l'heure est l'image d'un écosystème et on peut se baser sur la nature par rapport à ça. Imaginez si le soleil devait passer un contrat avec une prime sur objectif et une contractualisation marchande avec chaque élément de la terre, avec les arbres, avec les animaux, avec les lacs, avec les machins, etc. Imaginez qu'il puisse y avoir un échange qui dit, tiens, voilà, moi je te donne mon hydrogène si tu me donnes ci, machin, etc. Et qu'on soit dans une contractualisation mercantile ou marchande entre chaque acteur pris isolément dans un écosystème. Ou imaginez l'écosystème juste de votre jardin, quoi, hein, entre l'eau, les plantes, les insectes, les animaux, les machins, les trucs, etc. Imaginez que les transactions se fassent juste 2 à 2, plutôt que d'insérer la question de l'équilibre à l'échelle d'un écosystème. L'entreprise est un écosystème humain dans lequel aujourd'hui, j'ouvre et je plaide à ce qu'il puisse y avoir une ouverture pour intégrer cette question d'équilibre, non pas dans du donnant-donnant individualisé, mais dans quelque chose qui pose cette question du déséquilibre comme étant le prérequis de tout vivant, de tout système vivant, et qu'on va gérer au niveau d'un collectif. L'équilibre est dans le déséquilibre. Et regardez ce mot d'équilibre. Du coup, j'aime bien essayer de tailler quelques nouveaux mots. Je parlerai volontiers d'équiliberté. L'équiliberté, parce que la liberté, elle est au cœur de la posture du don, c'est-à-dire qu'elle est au cœur d'un ingrédient qui permet de pouvoir faciliter l'accès pour que chacun donne le meilleur de lui-même. Voilà. Je développe un tout petit peu plus cette idée en vous disant, vous connaissez l'adage, donner c'est donner. La suite, attendre, c'est commercer. Alors, pourquoi je dis attendre, c'est commercer? Juste pour une question de timing, je vous ai
raccourci un tout petit peu à une autre séquence WooClap que je comptais vous faire vivre aussi. Mais comme ça, je vais juste vous décrire ce que j'avais prévu de vous faire. J'avais prévu de vous demander de pouvoir donner vos attentes, de préciser quelles sont vos attentes par rapport à ce webinaire. 1 heure après le début de ce webinaire, que vous puissiez enfin me dire vos attentes en termes de contenu, etc. Et que de cette description des attentes, je puisse vous dire à quel point je considère que dans les logiques qui sont les nôtres aujourd'hui dans le management d'entreprise, lorsqu'on fixe des objectifs très précis à des collaborateurs, il y a à la fois quelque chose de très chouette. Et encore une fois, je ne dis pas qu'il faut remplacer tout ce qui existe par d'autres choses que la logique de don. Mais je vous invite à vous questionner sur les logiques sous-jacentes à nos méthodes de management d'aujourd'hui pour aller regarder comment on peut introduire d'autres logiques que la logique de « je te définis un contrat avec tel attendu, tel résultat qui doit être atteint. Et par rapport à ce résultat-là, je vais évaluer avec toi comment le résultat est atteint. » Ça, c'est le sport, cette logique de commerce. Le commerce, c'est ça. Le commerce, c'est ce fameux don et contre-don, qui n'est pas du don. Le don, on va le définir juste après. Le don contre don n'est pas du don. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, le don contre don, le donner, recevoir, rendre, que Marcel Mauss a pu étudier dans un certain nombre de peuples. Mais le don n'attend pas de retour. Le don, il est libre. Le don n'attend pas de retour. C'est le logiciel, j'ai envie de dire, le paradigme nouveau, ou le paradigme que moi, en tout cas, j'ai envie d'intégrer au sein des entreprises, et plus largement, parce que c'est au niveau de la société globale et au niveau des principes macroéconomiques que ça peut se situer également. Le don n'attend pas. Notre sport favori, je l'ai appelé le Pravenga. Alors, le Pravenga, c'est je prends, je vends, je gagne. Voilà, c'est comme ça ressemble à un sport de combat. Hein. Je prends, je vends, je gagne. Je prends tout. Je prends aussi bien des congés que je prends froid, je prends le train, je prends peur, je prends mes grands airs et je prends ma douche. On prend tout. On passe son temps à prendre. On prend des décisions, on prend le temps, on prend la route, on se prend le bras, on prend soin même. On prend conscience. Tous ces mots de prendre qu'on utilise, on pourrait les remplacer par 2 autres mots. Et bizarrement, le mot prendre, il peut être soit conjugué dans je reçois ou soit conjugué dans j'offre. Même en amour, on prend tout. Je ne résiste pas à l'envie de vous lire un petit texte. Ça va se faire intime, mais on pourrait aussi l'imaginer au niveau des collaborateurs. Voilà. Un petit texte que je vous ai écrit juste pour vous dire à quel point on prend. C'est un peu notre grammaire d'aujourd'hui, c'est de prendre. Voilà. Même en amour, je disais, dans une relation conjugale, c'est un peu à la Raymond DeVos. Voilà. Tu commences par prendre contact avec une personne, ensuite tu prends rendez-vous, tu la prends par les sentiments, évidemment elle devient toute éprise de toi, puis tu lui prends son cœur, et sauf si tu te prends un râteau, très vite tu prends sa main ou tu prends ton pied avec elle, en tout cas tu prends plaisir à l'aimer. Mais dès que tu te prends la tête, elle te dit que tu te prends pour qui toi, alors tu te prends très au sérieux, tu as beau te prendre l'air triste, etc., etc. Et ça finit par prendre un avocat, éventuellement, ou prendre une maîtresse, c'est comme tu veux, mais en tout cas, qu'est-ce que finalement, c'est l'amour qui prend cher par rapport à ça. Voilà. Voilà, c'est petite pointe d'humour, mais regardez, et j'ai presque envie de vous inviter à regarder dans votre langage, dans le vocabulaire que vous utilisez, ce mot prendre, essayez de le remplacer à chaque fois par, non pas, par exemple, prendre la parole. J'aime bien proposer, non pas l'expression prendre la parole, mais proposer l'expression offrir sa parole. Est-ce que vous sentez comme juste, avec un petit changement de vocabulaire, offrir sa parole dans une décision, dans une discussion, une réunion d'équipe, est-ce que vous sentez comme à quel point ça peut changer la posture et la façon de faire, quoi. Prends Vanga, voilà, je prends, je vends, je gagne. Ça, c'est le logiciel dans lequel nous sommes. La proposition par rapport à ça, c'est de pouvoir être dans un autre logiciel que j'ai baptisé le Redor. Le logiciel du Redor, c'est là où j'ai repris l'image de cet écosystème d'une forêt. Redor, ça commence par recevoir. Recevoir, ça commence par voir. Dans recevoir, il y a voir. Nous ne savons plus voir l'immense richesse
que chacun de nos collaborateurs et que chacun de nous-mêmes et que même dans la société dans laquelle nous sommes, nous pouvons constamment, dont nous pouvons être bénéficiaires. Combien, je vais vous prendre un exemple, je vais changer d'échelle, mais à l'échelle d'une société. Combien d'entre nous et combien d'entreprises sont en conscience que les routes qu'on emprunte, je parle par rapport à des chefs d'entreprise qui ont toujours une forme d'optimisation fiscale par rapport à la question des impôts. Donc, je change d'échelle et je me positionne par rapport à cette question-là. La question des impôts, qui est une question des charges sociales, etc., qui est une question qui est assez récurrente dans le discours de chefs d'entreprise, je peux vraiment, j'entends très souvent ce genre de discours-là, et en même temps que jamais personne n'a en conscience, et ça rejoint notre toute première question de tout à l'heure, d'être en conscience de la qualité de présence à ce webinaire, on a souvent rarement en conscience tout ce dont on jouit et on bénéficie au sein de la société ou au sein d'une équipe. Au sein de la société par rapport aux impôts, on a rarement conscience que les routes qui sont construites, que les écoles qui s'occupent des enfants, que les hôpitaux qui s'occupent des plus anciens, des EHPAD, etc. C'est-à-dire qu'on n'est pas très souvent en conscience par rapport à tout ce qui fait que nous sommes dans un écosystème dans lequel il y a moult contributions qui, à un moment ou à un autre, nous permettent de pouvoir effectivement produire ce qu'on doit produire quand on est une entreprise. Il en va de même au sein des équipes, de juste s'arrêter pour prendre conscience de l'immensité des talents. C'est notre premier petit spot de tout à l'heure. Quel est ton talent et comment tu l'apportes? De pouvoir être en qualité de présence les uns des autres de ce qu'on sait s'apporter. C'est le deuxième petit spot sur la question de la présence. De pouvoir ne pas avoir d'attente particulière, mais de pouvoir avoir la surprise de ce qui va venir aussi des uns des autres, et j'y reviendrai juste après. Mais d'être juste en conscience, c'est le premier mot de ce Rodor, c'est de pouvoir recevoir. Recevoir, ce n'est pas un sport très facile. Parfois, dans le vocabulaire usuel, il est presque plus facile de donner que de recevoir. Il y a une question qui est souvent associée, ou il y a une notion qui est souvent associée dans ce donner-recevoir, qui est une notion d'humiliation à recevoir, ou qui a une notion de difficulté en termes de simplicité d'accès à dépendre de quelqu'un d'autre ou à pouvoir honorer le fait de recevoir de quelqu'un d'autre. C'est jamais si simple. Faites l'expérience. Faites l'expérience de vous mettre en posture de demander quelque chose et de regarder comment c'est facile de le recevoir ou pas. Même un compliment, c'est pas si facile que ça de recevoir un compliment. Regardez nos vocabulaires usuels. Quand quelqu'un nous fait un compliment, on dit non, mais c'est rien, ou non, mais c'est normal. Même un compliment, on ne sait pas toujours le recevoir. Rodor. Le sport du Rodor, il commence par recevoir. Le dos, c'est donner. Et donner, je reviendrai tout à l'heure, on a commencé à explorer ensemble, c'est donner librement et sans attente de retour. Le re de fin, eh bien, c'est pas remercier. J'aurais pu m'être remercié. Pour la petite anecdote, lorsque quelqu'un me donne et que je lui dis merci, je me situe toujours dans la logique du don et contre-don. Il me donne, je dis merci, je clôt la relation, je suis quitte. Et je quitte la relation aussi. Ça m'a toujours gêné, ce mot merci. J'ai regardé l'étymologie du mot, eh bien c'est la même racine que mercenaire et que mercantile. C'est un commerce. Un commerce, la logique du commerce, c'est tu me donnes, je te rends. C'est l'échange, c'est le troc, c'est la marchandisation et tout le processus avec ou sans argent, peu importe. Dans la relation, ça marche souvent de la même manière. Je te donne, et parce que il m'est très difficile d'accepter un déséquilibre dans la relation, que je ne prends pas ce risque du déséquilibre, alors tout de suite, je viens redonner quelque chose pour tenter de sauver un équilibre qui me satisfait. Donc le re de Rodor, c'est pas remercier. Le re de Rodor, c'est se réjouir. Ça s'appelle autrement la gratitude. Quand quelqu'un me donne quelque chose, si je lui dis merci, je lui redonne quelque chose en retour. Si je lui témoigne de la joie que j'ai, c'est pas tout à fait pareil. Si je lui témoigne de la joie que j'ai, je lui témoigne de ce qu'il m'a donné génère en moi
et qui me permet d'aller faire des choses X ou Y avec ce que j'ai reçu de lui. Ça n'a rien à voir comme démarche. On est sur une posture qui donne un prolongement plutôt qu'un retour ping-pong. On est sur une posture qui fait circuler. Parce que l'énergie du don, c'est une énergie qui circule. Ce n'est pas une énergie qui se fait un ping-pong, tac, 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 et puis il y en a un qui, de temps en temps, fait un ping-pong un peu plus sympa et qui va gagner la mise. L'énergie du don, c'est une énergie qui circule. Le don est sans attente. Je ne vais pas explorer toutes les subtilités que nous avons les uns et les autres dans nos relations. Et moi, le premier, croyez bien que si je vous parle de tout ça, c'est parce que je suis le premier concerné pour avoir été explorer tous ces soubassements de la relation humaine. Mais de pouvoir donner sans rien attendre de l'autre comme retour, y compris sur toutes les questions relationnelles et pas seulement managériales, c'est une vraie conscience de soi et une vraie conscience de tout ce qu'il peut y avoir comme attente présupposée dans notre tête, sous plein de formes différentes. Plein de formes différentes. Je vous invite là aussi à regarder, à essayer de prendre conscience de comment vous êtes parfois en train d'agir avec une attente consciente ou inconsciente d'un retour qui vous sera fait. J'ai appelé cette attente, c'est là le don pour moi, est vraiment un aspect important du don. Le don n'attend pas de retour que j'ai qualifié PIB, n'attend pas de retour prédéfini, immédiat et bilatéral. Ça, c'est le don. Ce n'est pas le don et le contre-don que je vais aller sécuriser dans une relation contractualisée et marchande qui me rassure que si je donne, alors je vais recevoir et je ne lâche pas ma pomme si je n'ai pas mes dessous en face. C'est le don qui circule, c'est-à-dire que bien sûr que j'ai besoin de recevoir quand je suis dans une logique de don. Mais ce que je recevrai, j'accepte de ne pas le recevoir de la même personne à qui je donne ce que j'ai à donner. Et j'accepte de ne pas le recevoir tout de suite. Et j'accepte de le recevoir sous une forme qui peut être une forme inattendue. Ça, c'est la posture du don. Quand je la traduis, cette posture du don, vis-à-vis de nos collaborateurs, de vos collaborateurs, puisque vous êtes en situation de management d'équipe, mon invitation, c'est redore ton collaborateur. Reçois déjà qui tu es toi, en tant que manager, et qui tu es dans ton talent, et dans tout ce qui fait ta richesse, et n'oublie pas de remercier au passage, ou d'honorer en tout cas, tout ton terreau humain, social, éducatif qui t'a permis d'être qui tu es aujourd'hui. Reçois qui tu es et reçois ton collaborateur comme il est et reçois-le comme un cadeau, comme une graine. C'est pour ça que je vous ai mis cette petite image de la plante et de l'arrosoir qui est là. Nous passons notre vie dans les entreprises, pardon si je caricature un petit peu et je rends un peu absolu les choses, j'exagère forcément parce qu'il y a plein de nuances, mais le fonctionnement dominant dans nos entreprises, c'est de recruter par rapport à une logique où j'ai besoin d'un plant de tomates dans mon jardin. Je vais passer une annonce et je vais passer des entretiens de recrutement pour vérifier que la graine que j'ai en face de moi, elle ressemble à tout prix à une graine de plant de tomate parce que j'ai besoin d'un plant de tomate dans mon équipe. Mais les plants de tomates, il y en a plein de variétés différentes. Alors vous pouvez être assuré peut-être après X tests et X entretiens, vous pouvez être assuré que c'est bien un plant de tomate que vous avez dans vos équipes. Et puis vous avez des plantes qui ne ressemblent pas forcément à des tomates. Ou des tomates qui sont bizarres. Vous savez, des tomates qui sont en forme de pamplemousse, des fois ça existe et ce n'est pas les mêmes que les tomates cerises. Acceptez d'avoir la surprise de voir vos collaborateurs dans des talents que vous n'avez peut-être pas identifiés ni sur des fiches de fonction, ni sur vos grilles de rémunération, mais qui sont des talents qui vont pouvoir apporter une vraie contribution à vos équipes et une vraie contribution à votre entreprise. C'est-à-dire qu'au lieu de chercher les plantes de tomates à tout prix qui ressemblent et qui sont pesées, qualifiées, normées, avec tous les certificats de conformité qu'il faut, parce qu'on est dans une logique de recherche de conformité. La logique d'attente que j'évoquais tout à l'heure, dans l'entreprise, ça se traduit par toutes les logiques de recherche de conformité. Donc, reçois ton collaborateur tel qu'il est comme un cadeau. Donne ton talent vis-à-vis de lui sans attendre un retour PIB, c'est-à-dire un retour qui soit prédéfini, immédiat et bilatéral vis-à-vis de lui. Et puis, réjouis-toi de découvrir tout le talent qu'il peut y avoir derrière ce collaborateur, qui est peut-être des ressources insoupçonnées et qui sont précieuses pour l'équipe. Je sais
que tout ce que je décris là, ce sont des choses que vous vivez déjà. En tout cas, j'en ai été témoin dans plein d'entreprises. Ce qui fait le lien d'une équipe, vous le savez mieux que moi, c'est le talent de Yvette ou de Pauline ou de Gérard pour aller accueillir les nouveaux, pour aller s'occuper même de mettre un petit peu de beau dans les bureaux, ou pour aller transmettre des infos, des bouts de couloir des uns des autres, etc. Il y a plein de tout ça qui fait que l'écosystème humain, il vit malgré tout dans les entreprises avec cette spontanéité qui fait que chacun dans son talent va pouvoir à un moment ou à un autre quand même l'exprimer. C'est juste que c'est une partie invisible et c'est la seule partie qui rend vivantes véritablement les entreprises, mais qui échappe, j'ai envie de dire, au mode de fonctionnement ou au mode de gouvernance, au mode de formalisation en tout cas du management au niveau de l'entreprise. Voilà la petite séquence autour de Redot en collaborateur. Alors, comment définir l'endonnement? Je vous propose cette définition-là. Dans un écosystème humain, c'est donner librement le meilleur de soi, librement, le meilleur de soi, son talent, son supplément d'âme, là où je suis dans toutes ces qualités d'être qu'on a évoquées tout à l'heure quand on parlait de c'est quoi une qualité de présence, et recevoir avec gratitude les richesses ainsi créées. Parce que les richesses, elles se créent au niveau d'un collectif. Et les richesses, même au niveau de l'entreprise, elles se créent au niveau d'un collectif qui est beaucoup plus large, c'est-à-dire qu'elles sont créées pour être mises au service d'un plus grand collectif qui est la question de la société. Et c'est bien là la vocation aussi de Germe, d'avoir cet horizon qui est un horizon de transformation, être acteur de transformation sociétale. Nous, en tant que personne dans une équipe, nous, en tant que manager dans une entreprise, mais nous, en tant qu'entreprise dans un territoire, et nous, territoire, par rapport à une grande scène de jeu qui est encore un peu plus large. Quelle est notre contribution? C'est toute la dynamique aussi autour de la responsabilité des communs que nous pouvons avoir les uns et les autres. Voilà, et en tant que manager, si l'endonnement, c'est la définition que je viens de vous en donner là, en tant que manager, c'est susciter cette posture de don chez vos collaborateurs. Alors, j'ouvre officiellement, au bout de 1h20 de notre webinaire, j'ouvre officiellement ici, maintenant, ensemble. Et c'est un peu une provocation de le faire au bout de tout ce moment-là. Mais j'ouvre officiellement un espace d'expression des talents de chacun. Que chacun d'entre vous, vous puissiez exprimer, vivre votre talent, ceux que vous avez nommés, mais tous ceux que vous n'avez pas nommés non plus et qui sont riches. D'être un espace de libre présence et de déséquilibre assumé de contribution. D'être un espace d'ouverture pour recevoir sans attendre ce que nous allons vivre ensemble. Un espace de gratitude et de réjouissance. Quand je dis que j'ouvre cet espace-là, il est déjà là, mais j'ai envie de nommer en tout cas ces caractéristiques de cet espace-là. Et j'ai envie du coup, par rapport à ça aussi, à pouvoir vous inviter vis-à-vis de vos équipes, à pouvoir poser ces quelques ingrédients de liberté, d'acceptation de déséquilibre, d'ouverture, de talent pour que chacun donne le meilleur de lui-même, de pouvoir utiliser ces ingrédients-là au sein de votre vie d'équipe et en tant que posture de manager. Parce que le job, ça va être de revisiter tout ce qui aujourd'hui sont des logiques de pravanga, des logiques de donnant-donnant, qui est une déformation du mot donner parce que ce sont des logiques marchandes de contractualisation, hein, de redonner du vivant par rapport à ça. Voilà, alors comment introduire plus de... Comment introduire plus de... Pardon, voilà, plus d'expression de talent, d'ouverture, de surprise, de gratitude et de liberté au sein de vos équipes. Dans quoi? Dans tous ces outils qui sont là. Vous avez une question qui vous est posée. C'est comment introduire plus de déséquilibre, singularité, ouverture, gratitude dans... Et là, regardez, j'ai mis plusieurs possibilités. On parle d'entretien, alors j'ai mis entretien de valuation. J'aime beaucoup, et je tiens ça d'un intervenant Germe, un philosophe, Bernard Benatar de mémoire, qui parlait de dire ici, on parlait d'entretien de valuation, c'est-à-dire d'entretien qui donne de la valeur plutôt que d'entretien qui évalue, ex-valuré, c'est-à-dire qui donne de la valeur uniquement par rapport à des critères extérieurs
Voilà. Si on avait des entretiens de valuation, c'est-à-dire qui est complètement dans cette posture de logique de don. Hein. Que feriez-vous? Comment feriez-vous? Là, c'est plus une réflexion de vous avec vous, hein, que je vous invite à regarder. Dans quelle rubrique entre les entretiens, les questions de rémunération, les questions de logique d'équipe, les questions qui sont associées aussi aux compétences, aux talents, hein, développement de compétences, aux formations, etc. Voilà, comment introduire des logiques, peut-être des logiques avec un peu plus d'acceptation, d'équilibre, un peu plus d'ouverture, de non-attente, de gratitude, de savoir recevoir, de savoir développer la singularité de chacun, de pouvoir être dans ces postures d'endonnement que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire qui permettent de vivre avec que chacun donne le meilleur de lui-même. Ok, ouais, je vois des jolies choses. Je vais vous partager l'écran avec ce qui apparaît là, des premiers retours des uns des autres. Là, hein. Comme ça permet à chacun aussi d'être nourri. Là, c'est surtout ces 4 premières rubriques. On a d'être nourri par toutes ces contributions que vous évoquez là. Oui, la question des calendriers des congés, hein, si ce n'est pas le lieu aussi d'expression de… Bien souvent, on attend du manager qui puisse gérer cette question de l'asymétrie, du déséquilibre, des jalousies éventuelles, etc. Quel merveilleux cadre de parole vous pouvez donner comme occasion autour de ça, oui. Ok. On est sur un format que je vais appeler très frustrant, en tout cas pour moi, parce qu'on est sur un format webinaire d'une heure et demie. Pour moi, c'est très court, pour juste évoquer quelques petites choses autour de cette question du don. Ce que je voudrais vous dire, c'est que j'ai envie de vous renvoyer sur d'abord une prise de conscience que la question du don, ce n'est pas une question de quelques utopiques, même si on n'est pas nombreux à être dans cette posture du don ou à la promouvoir. Je vous ai mis ici, je vous enverrai le PowerPoint, je vous ai mis ici un lien vers la veille Internet que j'ai réalisée autour de la question du don. Peut-être j'utilise Pearl Trees pour ça. Pearl Trees, c'est un très bel outil. Je vais vous partager l'écran de Pearl Trees juste pour que vous puissiez regarder à quoi ça correspond. Voilà. Pearl Trees, c'est une façon de pouvoir organiser sa veille Internet à travers des thématiques et de pouvoir consolider soit des sites Internet, soit des documents et de pouvoir les partager très facilement. Donc, sur l'économie du don, vous verrez, j'ai rangé en plusieurs catégories un certain nombre de choses sur des pratiques existantes en matière de don et sur toute la littérature qui commence à être de plus en plus abondante sur l'économie du don. J'ai beaucoup, moi, travaillé ou en tout cas bénéficié de l'apport de Jean-François Noubel. Je vous suggérerais de regarder dans les liens qui sont là. Il y a des très, très jolies choses, très, très jolies pépites. Je vous propose de regarder Jean-François Noubel sur l'après-argent, voilà, qui a été pour moi, en tout cas, la personne qui m'a inspiré dans cette démarche de l'économie du don. Je vous invite également, dans mon PowerPoint, je vous mettrai le lien, je vous invite également à pouvoir regarder, si vous le souhaitez, le témoignage que je fais de ma propre expérience. Pour vous donner juste quelques points de repère, je suis bien sûr dans le monde des ressources humaines, de la formation et au sens large, mais ça c'est la moitié de ma vie seulement, j'ai envie de dire. Une autre moitié, j'ai fait le choix depuis 4 ans maintenant de pouvoir vivre de dons et de pouvoir vivre dans le don. Ma vraie essence et mon vrai talent, ma vraie identité première, j'ai envie de dire, qui est d'être poète. Voilà. J'explique dans une vidéo d'une demi-heure qui était dans un autre cadre de webinaire, j'explique quel a été mon chemin, quel a été mon parcours, de quoi ça a été fait pour pouvoir être dans ce postulat du don et non pas le postulat de la marchandisation ou des logiques marchandes qui prédominent aujourd'hui. De tout ce que j'ai pu explorer comme j'ai envie de dire, pour revisiter mon logiciel de fonctionnement et mon logiciel de relation même, voilà, au sens très très large du terme. Voilà. Donc, si vous le souhaitez, je vous ai mis ces références-là également, parce que c'est un chemin qui est un chemin merveilleux, en tout cas un chemin de découverte d'une partie de ce que je vous ai dit ce soir, mais de quelque chose de beaucoup plus large, voilà, qui pour moi, si je devais le résumer aussi,
je suis très engagé à titre personnel dans des milieux qui pensent au monde d'après, comme on l'appelle, en tout cas à cette transition de la société auquel j'aspire de tout mon cœur. Certains disent qu'il faut inventer un nouveau récit pour demain. En ce qui me concerne, je crois que le don sera la grammaire du nouveau récit en question. Voilà. Alors pour la fin de ce webinaire, je vais vous proposer quelque chose. Voilà. Je vous propose pas de retour, pas de merci, mais juste faites passer, c'est-à-dire recevez simplement, comme vous l'avez reçu là, recevez simplement ces petites graines, j'ai envie de dire, de cet échange au coin d'un feu un 3 novembre au soir, cet échange qu'on vient d'avoir ensemble. Et puis regardez, qu'est-ce qui a envie de pousser en vous? Laissez pousser, laissez regarder les petites invitations qui vont se faire pour vous dans les prochains jours. Et puis regardez comment ça peut circuler pour d'autres, comme une invitation à construire des relations fondées sur le don.